Le littoral, cette partie entre l'océan et la terre, un endroit très convoité, un espace qui suscite, il faut bien le dire, un triple intérêt. Touristique, évidemment, mais également résidentiel et économique. Alors, pouvons-nous, au nom de ces trois facteurs, ces trois paramètres, tout faire sur notre littoral? Évidemment non. Il y a des lois, il y a des règles, à commencer par l'une d'elles qui s'appelle la loi littorale. Elle a 30 ans. On en parlera justement avec nos invités et des reportages pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette loi. Le littoral, c'est aussi des vocations professionnelles, artistiques. Et bien des invités qui vivent à cet endroit nous parleront de leur vie au quotidien. Enquête de région commence. Bienvenue, bonsoir. Voilà, le littoral, c'est ça, des belles plages, des côtes escarpées en Pays de la Loire. Le littoral fait 450 km, dont la moitié de plages. 45 communes le composent, 18 en Loire-Atlantique, 27 en Vendée. Et dans ces communes, il y a de nombreux habitants, certes, mais aussi des visiteurs de passage, des touristes qui sont très nombreux. Vous êtes très nombreux les jours où la mer est basse à venir pêcher à pied, comme ici à Saint-Nazaire. Bref, le littoral, vous l'avez compris, un espace où il fait bon être, où il fait bon vivre, sur la côte de Jade. Reportage Thierry Berco, Jean-Marc Lallier. À la Bernerie-en-Ré, on vient de loin pour les grandes marées, car ici le terrain de jeu est immense. La mer se retire très loin, surtout avec un coefficient de 110 comme aujourd'hui. Ces pêcheuses d'huîtres viennent d'Indre-et-Loire et elles sont là depuis jeudi. On a fait des kilomètres pour venir. 265 Oui. kilomètres. On vit en groupe, on est plusieurs camping-cars, donc on se retrouve tous ensemble, quoi. La pêche à pied, c'est un loisir qui se pratique à tout âge, entre amis ou en famille. À chacun son plaisir, les uns ramassent des palourdes, tandis que d'autres se risquent à débusquer des congres au fond des trous. J'ai mis une demi-heure environ avant de le sortir. Mais vous le pêchez, c'est vous mettez votre pic au fond, comme les crabes, vous savez, vous arrivez avec un crochet. Et là, vous voyez que ça bouge. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose. Et à ce moment-là, mais vous avez vu le bruit que ça fait quand on essaie de le piquer. Et dès que ça commence à frémir et à bouger, mais il y en a un. Et après, il faut prendre son temps pour essayer de le sortir. Plus au large, c'est le balai des pêcheurs de crevettes. Ils raclent le fond avec de drôles de filets, des chevrotières. Les meilleurs réussissent à prendre quelques beaux spécimens. On peut aller aux huîtres, même quand c'est des petites marées, on peut aller aussi aux crevettes, on peut aller aussi aux palourdes. Là, ça permet d'aller plus loin et de pêcher de la plus belle, peut-être, je dirais. Bon, on fait ça avec les copains, c'est sympa, voilà. Après, on partage le repas ensemble. Et le meilleur moyen de préserver cette convivialité, c'est de respecter les quantités prélevées. Et prochaine grande marée, ce sera dans 15 jours. Nous voici donc pour un numéro d'enquête de région spéciale littoral, ici à Saint-Nazaire. Vous voyez, le pont n'est pas très loin, les chantiers STX sur le côté, évidemment derrière la Loire et ensuite l'océan Atlantique. On va donc parler de ce qui régit un petit peu ce littoral. C'est une loi, elle a 30 ans, la loi littorale. Son nom est suffisamment clair. Bonsoir Mireille Bourdon. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Vert Pays Blanc et Noir qui travaille notamment en réseau avec France Nature Environnement. Yannick Moreau, bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains de Vendée, député de la Vendée littorale, comme on dit. Par ailleurs, premier adjoint au maire d'Olonne-sur-Mer, ancien maire d'Olonne-sur-Mer, cumul des mandats oblige, et président de la communauté de communes des Olonnes. C'est ça. Et François-Régis Bouillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la FPI. Quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Ça veut dire Fédération des promoteurs immobiliers. Vous-même, vous avez 40 salariés sur 2 agences, Nantes et Rennes, et prochainement une agence à Lyon. C'est tout à fait bien ça. Alors en 2007, il faut savoir que le littoral ligérien comptait 291 000 habitants très précisément, 8% de la population régionale. Mais le littoral attire tellement de monde qu'on a une croissance annuelle moyenne de plus de 1% sur ce même littoral. Et on attend sur l'ensemble des côtes françaises 3 400 000, c'est considérable, 3 400 000 habitants de plus d'ici 30 ans. Y aura-t-il de la place pour tout le monde, Madame Bourdon ?
Eh bien, on peut en douter. De toute façon, ce problème-là met déjà en évidence quelque chose, c'est la difficulté donc d'accueillir cet afflux de population. Et tout de suite, on met en évidence la capacité d'accueil d'un territoire. Et là, je tiens à préciser qu'il y a une étude universitaire qui se situe à Nantes, Géolithomère, présidée entre autres par Céline Chadnas, qui a mené donc une étude très affinée et qui propose ces services-là auprès des élus pour les accompagner justement dans cette possibilité de développer leur commune, mais dans un souci de durabilité et de respect du littoral. De l'environnement, justement, aider les élus. Yannick Moreau, rebonsoir. Comment faire si des gens viennent vous voir, monsieur le président de la communauté de communes, je veux absolument habiter les Olonnes, mais je veux vue sur la mer? Ils ont bien raison de vouloir habiter au Pays des Olonnes, c'est l'endroit le plus merveilleux où habiter Bien au Pays de la évidemment. Loire. Mais en fait, la différence avec avant, c'est qu'avant on raisonnait sur l'urbanisme à l'échelle communale. Maintenant, on raisonne à l'échelle d'agglomération, à l'échelle intercommunale. Ça veut dire que les approches sont différentes et ça veut dire que, évidemment, on ne peut pas accueillir tout le monde en front de mer, mais que les agglomérations littorales ont les moyens d'opérer un aménagement harmonieux du territoire sur l'ensemble d'un territoire à la fois littoral et rétro-littoral. Monsieur Bouillet, l'harmonie du littoral, vous, promoteur immobilier, ça vous parle? Ça nous parle tout à fait, puisque pour qu'on vende bien nos immeubles, il faut qu'ils soient jolis et il faut que l'environnement soit aussi joli. Donc c'est évident que l'afflux de population qu'on nous prévoit dans les années à venir au niveau du littoral va être un problème à réfléchir. Un problème ou vous frottez les mains quand vous entendez ça? Nous, on est plutôt contents, mais un problème dans la mesure où il faut qu'on définisse des règles claires pour que tout le monde arrive à vivre sereinement finalement. Alors il y a une règle, elle s'appelle la loi littorale, elle porte le numéro 86.2, elle a 30 ans, elle a été votée, enfin, en tout cas, oui, votée, c'est ça, le 3 janvier 1990, 6, je vais y arriver. Que dit-elle très précisément? Voyons ça avec Elvin Garcia. Dans les années 70, la Vendée devient le deuxième département touristique de France. Pour accueillir les estivants, on va construire. Déjà à l'époque, des voix s'élèvent contre le bétonnage outrancier, comme ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Regardez ces ensembles-là que je ne veux pas nommer, qui sont d'un promoteur qui est bien connu, que ici c'est devenu une usine à béton, exactement comme dans la région parisienne. C'est pareil. C'est le même cycle qui va continuer ici. On fait du fric, voilà. En 1975, on crée le Conservatoire du littoral pour rendre des terrains inconstructibles, sans effet, car les maires de l'époque, omnibulés par le développement économique, ne comprennent pas que l'on veuille sauvegarder l'environnement. Si vous trouvez ces dunes admirables, vous avez bien le droit. Je dis que c'est l'endroit le plus crasseux du pays. Jusqu'en 1986, chaque commune fera donc sa loi. Avec la loi littorale Le Pin Sec du 3 janvier 1990, des cadres sont posés, même si certains décrets d'application mettront 18 ans à sortir. Car la loi littorale pose un vrai problème aux élus. Des zones forestières et naturelles seront urbanisées au fil des ans pour des campings qui ressemblent à de vrais lotissements. Mais désormais, les élus demandent un assouplissement de cette loi pour développer des territoires figés et tenir compte des réalités locales. Ils estiment qu'elle est devenue la loi des juges et des associations. La loi littorale, loi des juges et des associations. Yannick Moreau, vous demandez est-ce qu'elle soit assouplie ou pas cette loi? Oui, très clairement, parce que la loi littorale est une bonne loi et c'est heureux qu'elle existe. Et elle a mis fin à un excès de béton, un excès de construction sur le littoral. Notamment là, les images. Alors, vous n'étiez pas député à l'époque, mais c'est votre circonscription dont on parlait. Évidemment, on a massacré des parties splendides de la côte vendéenne avec des immeubles qui n'avaient rien à y faire. Des dunes crasseuses, disait le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de l'époque. C'était il y a 40 ans. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, évidemment, c'est facile de regarder et de juger 40 ans après ou 50 ans après. Non, ou la phrase vaut après. son pesant quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que Merlin en Vendée ait été une réussite. Bien au contraire, ça a été un massacre d'espaces littoraux splendides. Mais on est passé d'un excès à l'autre, d'un excès de béton à un excès de protection qui fait qu'en fait, aujourd'hui, les communes littorales ont des difficultés pour accueillir la population et pour se développer, pour des projets simples, très simples. C'est très difficile aujourd'hui avec la loi littorale telle qu'elle est aujourd'hui. Donc oui, il faut l'assouplir pour revenir aux fondamentaux de la loi, c'est-à-dire la protection, mais aussi l'aménagement et la mise en valeur du littoral. Il faut les deux. Il faut une loi équilibrée. Madame Bourdon, ça vous parle? Vous adhérez à ce que dit Monsieur Moreau ou pas?
Bien sûr que non, c'est évident. De toute façon, comme un vieil adage dit, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Donc bien évidemment, historiquement, nous avons vu déjà cette loi qui avait été malmenée en 99 par Lionel Jospin et qui voulait la régionaliser. Donc la proposition qui est actuellement dans les cartons serait effectivement de présenter une charte pour régionaliser cette loi. Or tout le monde comprend que si on la régionalise, ça veut dire qu'on la détricote complètement. Or cette loi, nous la défendons. Pourquoi ? Parce que elle a le mérite d'être très exemplaire au niveau donc de la protection de l'environnement, mais aussi d'être un outil qui nous permet de résister aux assauts de l'érosion, des submersions marines, mais aussi de l'urbanisation. Donc on ne peut pas revenir, ça serait un retour vers le passé de vouloir l'assouplir, parce qu'on sait bien qu'assouplir veut dire derrière détricoter cette loi. Et pour nous, c'est inacceptable. Ouais. Monsieur Bouillet, votre position vous là-dessus, c'est quoi ? C'est faut la détricoter justement, Oui. faut l'assouplir, ou au contraire, vous faites avec les espaces qui sont encore libres pour faire des immeubles ? De toutes les façons, nous, on fera toujours avec ce que la réglementation nous dit de faire. Donc, on ne va pas inventer une loi. On est pour un assouplissement, bien évidemment, puisque vous avez dit tout à l'heure très justement qu'on allait avoir un afflux de population énorme. Il va bien falloir les mettre quelque part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réserver le littoral à une élite et puis dire à tous les autres, écoutez, non, vous allez habiter 50 km derrière. Donc, il va bien falloir qu'on aménage des zones qui sont moins belles et tout. Tout ne mérite pas d'être sauvegardé sur le littoral. Vous avez des zones qui peuvent être aménagées et qui doivent être aménagées. Donc je pense qu'il faut l'assouplir. Oui. L'objectif des gouvernements, c'est d'ici 2050 de rendre sauvage un tiers du littoral. C'est toujours d'actualité, ça ou pas ? Je pense que c'est un bon objectif. La difficulté avec la loi littorale, c'est qu'elle s'applique avec la même rigueur, avec les mêmes difficultés sur le littoral même à 100 mètres de la mer et aussi à 10 ou 15 km en arrière, c'est-à-dire en rétro-littoral. C'est la même loi, ce sont les mêmes règles et c'est pas du tout adapté. C'est une commune qui est déclarée littorale. C'est la commune, le territoire entier, si la commune est rétro-littoral aussi, littoral et rétro-littoral. Donc quand vous demandez assouplissement, c'est-à-dire qu'on soit plus coulant, on va dire ça comme ça, sur ce qui est rétro-littoral et éventuellement toujours aussi dur quand c'est vraiment en bord de mer. Exactement. D'autant que, en plus de la loi littorale, il y a d'autres lois nouvelles qui s'appliquent sur le littoral et qui font que les plans locaux d'urbanisme des communes littorales sont très compliqués à construire. Il y a les plans de prévention des risques littoraux, les plans de prévention des risques d'inondation, il y a Natura 2000, il y a les SNIEF, les ICO, les coupures d'urbanisation, les SCOT, j'en passe et des meilleurs. Ce qui fait qu'en fait, les seules schéma d'orientation de territoire. Les seules difficultés réglementaires qui ne s'appliquent pas aux communes littorales, c'est la loi montagne. Et j'espère on en est loin là. Voilà, on en est loin, mais toutes les autres s'appliquent avec rigueur, qu'on soit juste en face de la mer ou qu'on soit 10 km ou 15 km en arrière. Et ça n'est pas possible. Ouais. Madame Bourdon, vous êtes bauloise, donc vous habitez en bord de mer. Après, je ne sais pas si vous habitez face à la mer ou pas, mais vous entendez ces arguments d'un élu qui a visiblement des gens qui viennent lui demander moi j'aimerais habiter en bord de mer, faites quelque chose pour moi. Pareil pour le promoteur, tout le monde a le droit d'avoir un accès à la mer. Bien évidemment, un accès c'est une chose, implanter, urbaniser à outrance c'est autre chose. Donc, la loi littorale précise, vous m'arrêtez si je me trompe, qu'on doit continuer l'existant, prolonger l'existant. On ne doit pas bâtir là où c'est pas bâti. L'urbanisation existante. Donc, dans le reportage, il y a un terme qui m'a interpellé, c'est un espace figé. Qu'est-ce qu'un espace figé ? Il n'y a pas d'espace figé. Il y a des zones naturelles, il y a des zones agricoles, mais l'espace figé n'existe pas. Donc, il faut comprendre que pour certains, le littoral, c'est une zone à conquérir au titre d'une croissance. C'est qui pour certains ? Ce sont les élus, ce sont les promoteurs ? Dans votre esprit, c'est qui ? Soyons francs entre nous. Bien sûr qu'il y a le lobbying de promoteurs, bien évidemment. Mais nous voyons donc le littoral autrement. Pour nous, le littoral, c'est une zone, au contraire, à protéger au nom des générations futures. Alors, lobbying, c'est-à-dire lobbying des promoteurs sur les élus. On va poser la question à M. Bouillet. Est-ce que vous faites pression ? Parce que vous avez des projets actuellement, non seulement à La Baule, on va y revenir dans un instant, mais également au pays des Olonnes. Est-ce que vous faites pression sur les élus, dont M. Moreau, pour qu'ils vous cèdent des terrains pour construire des immeubles ? Non, on ne fait pas véritablement pression. Pas véritablement, ça veut dire un petit peu ? Non, c'est-à-dire qu'on aime bien qu'il y ait des zones à urbaniser possibles. Maintenant, on ne va pas nous travailler, parce que vous savez que faire modifier des zones, des plans d'occupation des sols, etc., c'est très long. Donc nous, on va là où c'est possible. Il y a les plans locaux d'urbanisme, maintenant. Il n'y a plus le plan d'occupation des sols. Enfin, donc il n'y a pas des plus partout, mais... On va là où c'est possible. Mais dans le reportage, vous montriez très justement des constructions des années 60 qui ont un peu défiguré le littoral. Mais ces mêmes constructions ont défiguré toutes les grandes métropoles. Vous prenez Nantes, vous prenez Rennes, les mêmes constructions des années 60, on les retrouve, elles sont épouvantables, elles mériteraient d'être rasées. Maintenant, on arrive à faire des constructions. On peut raser et refaire au même endroit. Oui, mais c'est compliqué une fois que c'est construit, d'aller raser, une fois que c'est une copropriété ou une chose comme ça, c'est pas facile.
Alors qu'on peut faire des immeubles qui s'intègrent parfaitement dans le paysage, on sait faire, pas forcément de grande hauteur. Moi, je suis partisan du fait de dire, puisque le littoral, il y a des zones qui sont déjà un peu construites, profitons-en pour densifier un petit peu ces zones-là, et puis qu'effectivement, on laisse le reste du territoire et du littoral tranquille. Bon, si après on ouvre d'autres zones, tant mieux, mais ça, je prêche un petit peu différemment. Je dis quand même on va avoir besoin de construire, on va avoir besoin de mettre des gens. On peut pas verrouiller complètement, cadenasser complètement le littoral. Oui, pour revenir à donc certains liens, c'est pas systématique. Gardez bien le micro, Je dirais certains élus, je veux pas jeter la pierre à tous les élus, hein. Mais historiquement, vous avez donc évoqué dans votre reportage un projet de Merlin-Plage que aujourd'hui tout le monde condamne bien évidemment. Mais sachez également qu'il y a eu une marina en presqu'île guérandaise, un projet avec projet immobilier derrière et qui a été porté par un personnage pas le moindre, Olivier Guichard, qui était ministre quand même de l'aménagement. Et ce projet amenait finalement des disparitions quasi totales des marais salants. Mais il n'y avait pas la loi littorale quand il était ministre. Il a fallu que les paludiers, il a fallu que les associations, que les citoyens manifestent ici même à Saint-Nazaire devant la préfecture pour que ce projet ne voit jamais le jour. Et effectivement, il n'a jamais vu le jour, fort heureusement. On imagine aujourd'hui si la disparition des marais salants et avec les retombées touristiques. Mais sachez aussi qu'il y a un projet dans les cartons en Vendée, à Bretignolles, et on recommence ce même projet de marina avec un projet immobilier derrière. Donc, on veut refaire les erreurs du passé. L'élu en question va vous répondre. Et on utilisera la loi littorale pour se défendre. L'élu voisin, parce que c'est sur ma circonscription, mais c'est juste à côté d'Olonne, au nord. S'il y a 25 ans, on avait travaillé à un projet intelligent de port de plaisance dans le Havre de la Gachère, là où s'écoule l'Ausance, on n'aurait pas un projet de port à Bretignolles, à la Normandelière aujourd'hui, qui a plus d'impact qu'il n'en aurait eu il y a 25 ans en faisant. Donc il faut se méfier de ces questions-là. Moi je voulais juste dire à Madame Bourdon, quand je vous écoute, j'ai le sentiment que vous voulez geler les choses telles qu'elles sont. Moi je vous parle d'équilibre entre la protection nécessaire de notre littoral et le développement tout aussi nécessaire de notre littoral. C'est pas simplement un développement démographique, économique, touristique. C'est simplement comment vous faites quand vous êtes élu du littoral pour accueillir la croissance même de votre commune, pour accueillir les nouvelles populations, ceux qui arrivent, pour que les enfants qui sont nés dans une commune littorale puissent espérer y vivre, alors que nous vivons en économie de marché, que les prix du foncier, des appartements, des maisons sont assez élevés. Alors, il faut pouvoir construire. Les prix au littoral aussi. Il faut pouvoir construire pour laisser de la place aux jeunes familles des communes littorales. Et donc, il faut pouvoir se développer. Monsieur Bouillet construit beaucoup. Je reviens vers vous, Madame Bourdon. Monsieur Bouillet construit beaucoup. Vous allez voir dans ce reportage. Beaucoup de gens veulent leur place au soleil. Ça, on verra. Il n'est pas tous les jours ici. En tout cas, veulent leur place face à la mer. Exemple à la Baule, Émilie Flao, Dominique Lemay. Se réveiller et regarder la mer. Boire son café et humer l'art marin depuis sa fenêtre. Le rêve de millions de personnes et une aubaine pour les promoteurs immobiliers. Ici à Pornichet, cette maison située en deuxième ligne sera rasée pour y construire une résidence de 12 logements, prix du mètre carré 5 000 €. À quelques kilomètres de là, dans le centre de la Baule, une autre résidence du même promoteur, 4 200 € du mètre carré pour la Villa Florian. Mais elle est située à 700 mètres de la mer. Pour le même appartement sur le Remblai, il faut débourser plus du double, car les terrains sont rares. Cette résidence, aux normes basse consommation, a été livrée en juin dernier. À la place, vous aviez un hôtel et une thalasso. Du coup, le parti pris a été de garder la thalasso. Donc vous voyez, vous avez une thalasso qui s'appelle Rivage, qui est au rez-de-chaussée, qui fait 650 mètres carrés. Et vous avez à peu près une dizaine de personnes qui travaillent dans cette thalasso à l'année. Et autrement, vous avez donc les appartements qui complètent l'ensemble. On a tout rasé. On a fait aussi un sous-sol à niveau -1, -2, qui est assez complexe au niveau de la construction. Voilà. Oui, on est reparti de zéro pour ce programme-là. Et ça coûte combien d'acheter un terrain comme celui-ci pour y construire une résidence ? Il faudra poser la question à mon directeur. Là, c'est des choses plutôt confidentielles, je pense. Mais le prix de ces appartements de standing ne l'est pas. Pour ce T4 de 100 mètres carrés livré avec un garage double, comptez 1 286 000 €. Toutes les chambres sont équipées de salles de douche ou de salles de bain. Les matériaux et les équipements proposés sont de très bonne facture. Nous avons une clientèle de jeunes retraités, effectivement, qui
peuvent se partager entre leur résidence principale et leur résidence secondaire, ou alors des gens qui habitent à l'année sur la résidence. On est sur une belle résidence face mer, vous avez peu de propositions sur la côte, donc les gens ont envie vraiment d'apprécier plusieurs mois dans l'année leur appartement. 3/4 des appartements ont été vendus sur plan et ce sont les plus chers, ceux du dernier étage qui sont partis en premier. 8 n'ont pas encore trouvé acquéreur, mais l'affaire devrait être réglée dans les 6 mois. Quant aux heureux habitants de cette résidence, difficile de les rencontrer. À plus de 10 000 € du mètre carré, on achète aussi sa tranquillité. Faudra demander à mon patron, disait le salarié interrogé dans le reportage. Ça tombe bien, il est là, c'est bien fait la télé. Monsieur Bouillet, combien avez-vous acheté ce terrain et où vous vendez les appartements 12 000 € le mètre carré à La Baule? Alors 12 000 €, c'est pour les plus chers. Autrement, ça varie de 8 000 à 12 000 en front de mer parce que les emplacements sont très rares. Au dernier étage, on parle du dernier étage. Au dernier étage. Alors le terrain, combien valait-il? Le terrain, on a acheté 2 immeubles entiers qui étaient construits, 2 immeubles de 5 étages, donc un hôtel, l'hôtel Bellevue, et à côté la Thalasso Pajot, et ça nous est revenu à un peu plus de 10 millions d'euros. Donc vous rentrez largement dans vos frais quand vous revendez ces appartements? Pas largement du tout, c'est une opération qui, comme on dit chez nous, qui rentre au chausse-pied, dans laquelle donc effectivement tout doit être étudié. Enfin c'est un grand pied, la chaussure est large. C'est normal qu'une entreprise ne perde pas d'argent. Voilà, c'est intéressant de savoir. Si les clients sont satisfaits et que la ville donne le permis de construire et que le promoteur est satisfait, pour autant c'est intéressant de savoir s'il y a une marge ou pas et si elle est importante. Visiblement c'est au chausse-pied. Une autre question, monsieur Bouillet. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir, mais l'immeuble est très beau. Il est très réussi au niveau architecture. On voit bien la mer. Je vous encourage à Comment aller vous voir. savez qu'un endroit se libère? Est-ce que vous allez voir les maires régulièrement? Vous allez à l'Assemblée, vous allez déjeuner avec eux, etc. pour avoir l'information avant les autres? Non, ce sont des accords privés en général. C'est soit le vendeur qui nous contacte, soit l'agent immobilier, soit le notaire, soit des intermédiaires. Mais par les collectivités, bien évidemment, on a des rapports assez étroits avec les collectivités qui nous disent simplement ce qu'on va pouvoir y faire. Au moment d'instruire les demandes, mais en général, on ne se rencontre pas avant qu'il y ait un projet précis, parce que ça ne sert à rien en réalité. On vient nous demander ce qu'il est possible de faire et ne pas faire ce que souhaite la commune du point de vue architectural, d'insertion dans le site, etc. Mais est-ce qu'il est envisageable, puisque le maire a un droit de préemption, qu'il décide de geler le terrain pour le rendre à la nature? C'est possible, mais pour préempter, il faut avoir un projet avant, pas après. Mais vous pouvez avoir un projet de rendre la nature... C'est possible, mais il y a des endroits où c'est possible et souhaitable, et d'autres où sur ça n'est pas raisonnable. c'est pas souhaitable. Oui, puis ça n'aurait pas d'intérêt d'utiliser l'argent public pour acheter un emplacement front de mer en pleine zone urbanisée. Je reviens vers vous, Madame Bourdon, mais c'est quand même réservé à une élite, le front de mer. C'est réservé à une élite parce qu'on peut construire, on construit très peu. Donc tout le monde n'a pas droit à la mer. Si, mais c'est cher. C'est cher. Tout le monde a accès à la plage. Les terrains sont très Heureusement. chers. Si on pouvait construire un peu plus, si on pouvait construire beaucoup plus, les prix seraient moins chers, tout simplement. Ouais. Donc il y a trop de côtes sauvages. Faut raser les rochers du Croisic et tout ça, non? Il y a encore de la place. Je disais 450 km de littoral en Pays de la Loire, la moitié de plage. Il y a encore de la place. C'est la rareté qui fait le prix. C'est toujours pareil. Si vous voulez un emplacement front de mer, la côte sauvage, nous on l'appelle maintenant la côte rocheuse. Parce qu'elle n'a plus grand-chose de sauvage, malheureusement. Quand même. Il y a encore des belles vagues qui viennent se fracasser sur les rochers, c'est joli. Je vous invite à venir à Hollande-sur-Mer, vous verrez ce que c'est que la côte sauvage. Si vous sauvage. permettez que je dise quelques mots quand même sur l'outil que peut utiliser les élus. Ils ne sont pas donc impuissants, ils ont les PLU. Donc vous avez parlé de droit de préemption, plans locaux d'urbanisme, tout à fait. Sans aller jusqu'à la préemption, ils peuvent effectivement élaborer des projets. Il faut observer aujourd'hui que dans les communes du littoral, l'urbanisme amène à une fracture sociale. Tout le monde comprend qu'entre 5 000 et 10 000 euros, comme autour des grandes villes, quand on a beaucoup bétonné dans les années 70-80. On rejette la population la plus pauvre. On a fait ça autour de Paris, on a fait ça autour de Nantes ou d'autres villes. On fait pareil sur la côte. Donc il y a une fracture sociale. Mais vient se rajouter à cette fracture sociale. Je termine. Fracture sociale, je maintiens, mais vient se rajouter à ça un déséquilibre démographique. Pourquoi? Parce que nous voyons sur les communes du littoral une multiplication de résidences secondaires. Prenons 2 chiffres significatifs. La Faute-sur-Mer, 85% de résidences secondaires. Piriac, 70% de résidences secondaires. Viennent se rajouter à ces résidences secondaires des personnes qui viennent passer leur retraite, qui donc amène un déséquilibre. Que ce soit des résidents à l'année, c'est ça. Elles sont les bienvenues, une mixité sociale, une mixité économique, une mixité démographique. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que finalement, les conséquences ne sont pas moindres dans ces communes-là. À partir du moment où la population vieillit, avec un certain pouvoir d'achat, les jeunes doivent aller
dans le rétro-littoral. On voit des écoles fermées. Hein. Donc, il faut repenser cet urbanisme-là. Et Monsieur Bourreau disait justement, il veut les offrir la chance à ses administrés de pouvoir vivre là où ils sont nés. Ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Et ça suppose, pour ça, de pouvoir continuer à construire sur les communes littorales et de proposer des logements accessibles à tous. Et donc construire, et donc se développer. On trouve des espaces libres au bord de mer. C'est contradictoire avec ce que vous dites. Non, pas du tout, pas du tout. Si vous voulez offrir des logements pas chers, il faut construire plus. Non, actuellement, si vous ne construisez pas plus, c'est réservé à une élite. Cet argument, vous l'entendez pas? Nous trouvons toujours des espaces en bord de mer quand il s'agit de construire un immeuble d'un certain standing. Prenons l'exemple de La Baule récemment. Il y a un immeuble se construit, on trouve un espace. L'espace pourrait être utilisé pour un autre type de population. Donc, on trouve un espace pour des projets immobiliers conséquents. On ne trouve plus d'espace quand il s'agit de recevoir la population. Vous aimeriez quoi? Vous aimeriez une MJC en front de mer? Parce que vous avez un projet, je crois, vous aimeriez, M. Bouillet, acquérir une villa sur l'emblée de La Baule, qui est entre deux immeubles. C'est bien ça. Vous aimeriez en faire quoi? Parce qu'elle est assez étroite. Si c'est la même à laquelle on pense, elle est près de Pornichet, elle est assez étroite. Vous aimeriez y voir quoi? Des logements sociaux, tout simplement. Des gens qui travaillent et vivent à l'année. Est-ce que c'est envisageable? Vivre au pays, comme on dit. C'est envisageable si le prix d'achat, le prix de vente de la maison est pas cher. C'est toujours pareil, à partir du moment où il y a un prix de marché, on peut pas y déroger, sauf à ce qu'une mairie impose à cet endroit-là du logement social et dise là je veux du logement social, ce qui va naturellement baisser le prix du terrain et spolier un petit peu le vendeur. Et dire pourquoi moi je peux pas vendre ma maison tel prix alors que le voisin va le faire. Après, si vous voulez du logement social comme on a à Nantes, la métropole fait 6000 logements par an actuellement en 2016, là vous avez du logement abordable, vous avez du logement à tout niveau de prix, le marché fonctionne très bien. Sur une commune ou littorale où il y a peu d'emplacements à construire, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas possible. Yannick Moreau. Juste une précision pour répondre à Mme Bourdon. Au Pays des Olonnes, pour toute opération immobilière de plus de 10 logements, le promoteur doit avoir au moins 20% de logements sociaux. Ça veut dire que s'il y a une promotion immobilière en front de mer au Sable d'Olonne, il y aura 20% de logements publics à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'ils seront aussi en front de mer. Sur bon nombre de plages, il y a, on l'a vu, des immeubles et des villas. Il y a également des restaurants. Sur la plage de La Baule, il y en a 35, une dizaine sur sa voisine Pornichet. Peut-on avoir une activité commerciale au bord du rivage, même en respectant la loi littorale? Voyons cela avec Myriam Enguenor et Jean-Marc Lallier. Ce restaurant a été l'un des premiers à prendre ses quartiers d'été sur le sable en 1954. Patrick Couder l'a racheté il y a quelques années. Je vais vous présenter toute la partie du domaine public maritime qui va des pots roses aux chaque extrémité jusqu'au mur du remblai. En vertu de l'application d'un décret relatif aux concessions de plage de 2006 et applicable cette année, les 35 établissements vont tous devoir être démolis pour laisser la place à de nouvelles structures entièrement démontables. Si demain on me retire mon affaire, ça va être une catastrophe économique pour moi. Voilà, ce sont des années de travail qui vont partir en fumée et je trouve ça dommage parce que ça fonctionne bien. J'ai 14 salariés en saison. La ville a choisi de déléguer à une entreprise privée la gestion de la plage. C'est elle qui lancera l'appel d'offres, attribuera les lots et percevra également de nouvelles redevances. Si cette entreprise va au bout de son projet et est validée par les services de l'État, nous craignons qu'elle mette en place c'est pas compliqué, des redevances qui ne seront pas supportables à l'heure actuelle, qui seront peut-être, même sûrement, 2 fois et demi, 3 fois, voire 4 fois supérieures avec des redevances que nous avions déjà et qui étaient déjà très lourdes. Avec quelles conséquences économiques? La ville demande un délai de 2 ans pour l'application du décret. On ne veut pas non plus lutter contre le décret plage, il existe et on va l'appliquer, mais que, comme on l'avait fait pendant 8 ans, soit mis en place si possible intelligemment et surtout de façon à ce que l'économie de la plage, qui est l'économie de La Baule et qui entraîne l'arrivée de touristes et tout, ne tombe pas du jour au lendemain. Une enquête publique est ouverte jusqu'au 18 juillet. Donc l'enquête publique est terminée à La Baule. Pour l'instant, on ne connaît pas la décision. La ville n'ayant pas encore choisi son concessionnaire, il faut savoir que le rapport du commissaire enquêteur est actuellement sur le bureau du préfet ou de son directeur de cabinet. Madame Bourdon, les restaurants de plage, ça amène de l'activité, c'est bien. Ils doivent être systématiquement démontés l'hiver pour respecter ce décret plage, selon vous? Alors, pour le décret plage,
on considère que ce texte est un texte très équilibré. Et donc, il y a eu l'intelligence de permettre le maintien d'une activité économique que nous ne condamnons absolument pas, qui fait partie de la vie Parce que ça fait venir du monde, même en décembre et janvier, à la Baule comme ailleurs. Bien évidemment, on a tous le plaisir d'aller consommer dans un restaurant de plage, bien évidemment. Mais ce décret avait l'intelligence, donc je disais, donc de maintenir une activité mais tout en l'encadrant. C'est-à-dire, il faut bien se rappeler que la plage, c'est le domaine public maritime. Donc, il appartient à l'État, il appartient à vous, il m'appartient, il appartient à tous. Mais c'est géré par les communes. Donc, alors, pour revenir à votre reportage, moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est que le restaurateur en question risque d'avoir des difficultés du fait de la redevance. Mais c'est absolument pas le décret plage, ça. Ça, c'est un choix d'une équipe municipale. Voilà. À Pornichet, c'est la ville qui va gérer. Voilà, tout à fait. On parle pas de la concession. Mais à la Baule, c'est un concessionnaire, ce serait Veolia, pour le nommer. Et Veolia, c'est une entreprise qui veut faire du bénéfice. C'est pas encore fait, bien évidemment. On verra où on a déposé lors de l'enquête publique. Nous verrons bien la décision Monsieur Bouillet, votre avis sur les restaurants de plage? Moi, j'adore les restaurants de plage. Y aller et boire un coup ou déjeuner. Ils sont pas en dur. Ils sont pas en dur. Je trouve qu'il y a un gros investissement. Actuellement, ils sont presque en dur, là, tout ce qu'ils sont. Et donc, le démontage prévu par la loi, ça va être compliqué. Parce qu'un restaurant, ça impose des contraintes, ça impose des normes sanitaires, notamment au niveau des cuisines et tout. Donc, je trouve qu'on a laissé installer des restaurants comme ça sur la plage en leur disant après, finalement, il va falloir tout casser. Je trouve ça un peu vache pour eux. Et puis, c'est quand même ce qui fait le charme des stations balnéaires. Bon, c'est vrai que c'est le domaine public, mais il peut y avoir des concessions d'occupation temporaire ou des choses comme ça. Moi, je trouve qu'on devrait pouvoir trouver des solutions simples à un problème. On a déjà assez de problèmes comme ça pour ne pas en créer d'autres. Yannick Moreau. La question, c'est de la lisibilité pour les commerçants. Si les règles sont connues à l'avance, on s'organise en fonction pour pouvoir démonter l'hiver et avoir un tarif qui correspond à l'investissement. Donc on a été trop permissif. Donc c'est plutôt une bonne chose en réalité que ce décret, à une seule exception près, c'est qu'on est encore dans une interprétation de la loi qui est une interprétation restrictive. Et donc, au lieu de revenir aux fondamentaux de la loi, qui est la protection, la mise en valeur et l'aménagement du littoral, on est toujours dans le volet protection qu'on sert davantage. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est un rééquilibrage des choses entre la protection nécessaire à laquelle tout le monde souscrit, mais aussi l'aménagement et le développement du littoral. Monsieur Novelli a souhaité cet assouplissement. On revient exactement au même principe que le littoral. C'est Monsieur Novelli. Ça a échoué. Donc, ils peuvent ouvrir 48 semaines par an. Ils peuvent ouvrir. Et on vous réinvitera pour les 35 ans ou les 40 ans de la loi littorale. Merci beaucoup Mireille Bourdon, merci beaucoup François-Régis Bouillet, merci Yannick Moreau d'avoir participé à ce débat. Je pense que vous en savez plus parce que le débat a été de bonne tenue, de grande qualité selon moi. Avis. Maintenant vous pouvez avoir votre avis. Le littoral, il faut en parler aussi, c'est aussi de la plaisance. Et là se pose l'éternelle question des navigateurs, où mettre son bateau. Il y a longtemps eu des listes d'attente pour avoir un anneau, pour avoir une place en port. Eh bien c'est fini. Il faut savoir que les plaisanciers aussi consomment la mer, comme on dit, différemment. Et puis les ports à sec ont un petit peu changé la donne. Reportage Christophe François et Boris Vioche. Des bateaux à perte de vue, le port de Pornichet semble complet. Et pourtant, bientôt des propriétaires de places vont partir naviguer et laisser libre leur emplacement. Le gestionnaire du port louera en haute saison cet emplacement aux plaisanciers de passage. C'est ainsi que la demande est en partie absorbée. Pour ce qui est des listes d'attente pour une place à l'année, les choses aussi évoluent. Et les 10 ans d'attente pour un anneau, c'est fini. Vous avez par exemple le port de Piriac sur mer qui subit encore une pression assez forte, avec plus de 480 bateaux sur liste d'attente, avec des délais d'attente qui vont entre 3 et 8 ans selon la taille des bateaux. Ici, sur le port de la Baule-le-Pouliguen, on a une attente qui est beaucoup plus faible sur les bateaux à moteur de moins de 8 mètres, c'est moins de 2 ans. Et puis vous avez un autre style de port qui est le port d'échouage de Pornichet, avec là des places disponibles immédiatement, quasiment pour tout type de bateau. Des listes d'attente moins longues et une idée sortie de terre, les ports à sec. Ici, sur les bords de Loire, la prestation est à la carte avec différentes offres commerciales et des prestations de services. On a un chantier naval, on propose à nos clients tout type d'interventions techniques, mécaniques, plasturgie, traitement de carène, anti-fouling, et on répond tout à fait à une nouvelle demande, car les gens, c'est la mode, c'est l'ubérisation de la plaisance qui arrive, et les gens ne veulent plus mettre 7 000 € dans une place à l'année, ils préfèrent mettre 2 000 €. Si les activités nautiques sont en hausse constante, la location à l'heure ou à la journée semble avoir la préférence des jeunes générations.
À la notion d'avoir un bateau avec sa place de port semble se substituer la notion de profiter d'un bateau. Et pourquoi pas le louer ou le mettre au sec entre deux sorties. La crise et la consommation partagée sont passées par là. Alors on a parlé des résidents, on a parlé des touristes, parlons maintenant des professionnels. En Vendée, sur l'île de Noirmoutier, ils sont nombreux, notamment les sauniers, à être tributaires de la nature, des éléments. On dit saunier, on peut dire également paludier. Mais c'est pour vous expliquer qu'il n'y a pas qu'à Guérande, en Pays de la Loire, qu'on cultive le sel. Il y a quelques jours encore, c'était le Caulois, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Bref, les sauniers finissaient de collecter le sel et de compter leur production. Reportage Virginie Charbonneau et Damien Ravelot. C'est la fin de la saison, on apporte tout à la coopérative, donc on va savoir notre tonnage exact et voilà, c'est la fin. Un peu d'émotion ? Oui, beaucoup d'émotion. Tout l'été, Vanina a vu grandir son monticule de sel et pour elle maintenant c'est l'heure de vérité, elle va savoir combien elle a produit. Ce moment, c'est le Caulois, une tradition ancestrale, celle du transport et du pesage du sel à la fin de la récolte. Pour Vanina, le verdict tombe, 18 tonnes, une excellente année pour elle. Les autres sauniers de Noirmoutier ont également amené leur production à la coopérative et eux aussi respirent. La récolte est bonne, après un début de saison qui leur a fait craindre le pire. Avec le printemps qui a commencé, on a eu très peur, surtout avec le mois de juin. L'hiver qui s'est fini début juillet et donc on commençait vraiment à paniquer, quoi. Mais bon, après avec l'été qu'on a eu... c'est une belle saison, ouais. C'est une saison comme on n'a pas vu depuis quelques années quand même, quoi. 2100 tonnes récoltées, c'est 25% de plus que les 3 derniers étés. Tant mieux, les stocks commençaient à se vider, alors que la demande, elle, ne cesse d'augmenter. Mais pour y répondre, il faut des sauniers, pas assez nombreux sur l'île. Il y a un vrai potentiel de développement puisque aujourd'hui on exploite la moitié de la capacité du marais en production. Donc s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'installer, puisque le métier de saunier c'est tellement hétéroclite, il y a des tas de gens qui se sont recyclés pour devenir sauniers, il y a du foncier, il y a de quoi faire, il faut venir s'installer. 3500 œillets sont à l'abandon sur l'île. Ils attendent d'être remis en état pour eux aussi un jour, voir la fleur de sel apparaître à la surface de leurs eaux. On va continuer de parler du sel, toujours depuis Saint-Nazaire, avec le soleil qui apparaît pour cette fin d'après-midi. Même si vous regardez l'émission en soirée, sachez qu'elle a été enregistrée dans de belles conditions ici dans l'estuaire de la Loire. Notre invité suivant a commencé par pousser les caddies et mettre en rayon des boîtes de conserve ou encore du pain de mie. Puis il est devenu le patron de ceux qui mettent en rayon. Et puis un jour, il a trouvé ce métier trop fade et il a voulu retrouver le goût des vraies valeurs. Bonsoir Christophe Nicole. Bonsoir. Vous avez 48 ans. Expliquez-moi ce qui s'est passé entre 1991 et 2004 vous concernant. Voilà, plein de choses. Alors effectivement, en 1991, j'ai commencé à travailler dans la grande distribution. Et ce qui est assez rigolo dans l'histoire, c'est qu'on se trouve ici à Saint-Nazaire. Et c'est justement ici à Saint-Nazaire que j'ai commencé mes armes dans la grande distribution. Puisque j'ai commencé mon stage chef de rayon au magasin. Alors vous viviez sur la presqu'île déjà, hein ? Oui, tout à fait. Oui, j'étais sur la presqu'île et j'ai commencé ici à Saint-Nazaire, dans le magasin du Bon Passage à Saint-Nazaire. Et ensuite, vous êtes devenu patron 13 ans dans la grande distribution. Oui. Vous y avez trouvé quand même des moments de joie, de bonheur professionnel ? Oui, bien sûr. Sinon, j'y serais pas resté 13 ans, déjà. C'est un métier qui a beaucoup évolué. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs, parce que autant c'était un métier qui était très valorisant à certaines années, puisqu'on y faisait des choses très intéressantes. Autant au fil des ans et au fil des grossissements de groupe, je dirais. C'est un métier qui a évolué pour devenir relativement, je ne veux pas dire banal, mais moins gratifiant. Bon. Vous étiez un patron conciliant, soucieux de votre personnel ? Oui, je ne veux pas dire non. Patron idéal ? Non, pas patron idéal, non. Le problème dans ce milieu-là, c'est que alors déjà c'est un groupe coté en bourse, donc on était salariés, du plus petit au plus grand. Donc on a toujours un chef au-dessus de nous. Et dans ces milieux, le souci quand on a un chef au-dessus de nous, c'est que en fait ça dépend du chef. Donc quand on a un chef sympa, ça se passe relativement bien. Et il y en a, heureusement. Et quand c'est un chef qui est beaucoup moins sympa, qui veut gravir les échelons le plus rapidement possible, ça peut être beaucoup moins sympa. 2004, vous décidez de changer de vie, de changer de métier. Oui, alors même avant en réalité, parce que j'ai décidé de changer de vie en fait 98-99. Après, le souci, c'est bien beau de vouloir changer de vie, mais encore faut-il déjà savoir comment.
et après tout mettre en œuvre pour ça. Ouais. Et vous saviez que vous aviez envie de devenir paludier, parce que ça y est, on va prononcer le mot, vous êtes paludier, c'est absolument pas honteux, bien au contraire, c'est non, plutôt au contraire, glorieux, c'est un même très valorisant. Très beau métier. Pourquoi avoir voulu devenir paludier quand on est dans la grande distribution? Enfin, il y a un monde entre ces deux métiers, quoi. Ah, il y a un monde, effectivement, on peut le dire. Alors, pendant mes dernières années en tant que directeur de magasin, j'ai réfléchi justement à ce que je voulais faire, parce que j'avais plusieurs cadres à mon arc. Et quand j'étais, donc comme je suis originaire de la région, quand j'étais adolescent, j'ai travaillé et dans la grande distribution en tant que saisonnier, et j'ai travaillé aussi dans le Marais pour un paludier à l'époque, et je ramassais la fleur de sel pour ce paludier. Ce qui m'a donné l'idée justement de pourquoi pas faire ce métier. Donc à cette époque-là, je me suis renseigné de savoir ce qu'il fallait faire pour pouvoir devenir paludier. Donc ça vous trottait dans la tête depuis un moment quand même. Oui, tout à fait. C'était quoi? C'était l'envie du large? C'était l'envie de retrouver le littoral au quotidien? Il y avait deux choses. La première, déjà, c'était d'être à mon compte, d'être vraiment patron. Parce que quand vous disiez tout à l'heure que j'étais patron des gens qui mettent en rayon, c'est pas tout à fait exact, puisque j'étais salarié, donc j'étais patron, mais... Sur place? Pas à 100%. Ouais. Je pouvais pas faire ce que je voulais. Alors que là, en l'occurrence, en étant paludier, comme pas la plupart, même 100% des paludiers sur la région de Guérande, on est tous en entreprise individuelle, donc on est tous patrons de ce qu'on fait. Ouais. Alors vous êtes propriétaire de vos œillets ou vous les louez, là c'est selon. Vous avez quoi, une soixantaine d'œillets? J'ai une soixantaine d'œillets dont je suis propriétaire d'un tiers, on va dire. Et le reste, je les loue. Et vous avez produit pour votre 11e saison cette année 125 tonnes de sel, donc une soixantaine d'œillets, 1 tonne par œillet, 60 kg de fleurs de sel par œillet. Oui, ça ce sont les moyennes. C'est la moyenne. Bon. En quoi c'est satisfaisant au quotidien? Il suffit de venir au Marais, vous allez voir. C'est assez simple parce que on évolue dans un milieu naturel, on vit avec les petits oiseaux. Quand on a envie de s'arrêter, on s'arrête, on les écoute chanter. De temps en temps, on s'arrête tout simplement regarder le travail qu'on vient d'accomplir. Et c'est très très satisfaisant et c'est très gratifiant. Avoir des gens l'été qui s'arrêtent sur le bord de la route pour vous regarder travailler, c'est gênant ça? Ça peut l'être quand on a des gens qui sont pas forcément super sympas, qui nous regardent un petit peu comme des singes en boîte, comme des singes en cage. Mais bon, c'est pas la majorité des gens. Je veux dire, ça c'est anecdotique. La plupart des gens sont très très intéressés par ce qu'on fait. Donc généralement, en fait, on s'arrête et on leur explique ce qu'on fait. Et on partage avec eux un petit moment de notre bonheur. Ouais. Vous avez l'impression quand même aussi d'être dépendant des éléments, parce que faut que l'eau soit de bonne qualité, il faut qu'il y ait de la cristallisation, que le soleil soit là, qu'il n'y ait pas trop de pluie. En fait, c'est très aléatoire. C'est complètement aléatoire. Alors je dirais c'est à la fois gratifiant, à la fois stressant, parce que c'est vrai qu'on dépend à 100% de la météo. S'il pleut trop, on ne fait pas de sel. Il y a des années où il pleut tous les 4 jours et on ne fait pas un gramme de sel. Mais à la fois, c'est très valorisant parce qu'on se dit, en fait, on fait tout ce qu'il faut pour faire le métier bien. Mais on n'est pas tout seul. Notre patron, en fait, quelque part, c'est le ciel. Ouais. Si d'autres veulent devenir paludiers, vous les incitez? Il y a encore de la place? Il y a de la place à Noirmoutier, on l'a vu dans le reportage avant. Est-ce qu'à Guérande, non loin d'ici, il y a encore de la place? Ou au contraire, ça fait des concurrents et vous n'avez pas envie de les voir arriver? Non, alors, des concurrents bien entendu, ça fait des concurrents, mais en réalité ce ne sont pas de vrais concurrents, parce que plus on est, plus il y a d'émulation et plus ça fonctionne bien. Et de la place, oui, il y en a, alors, pas énormément, je ne vais pas vous dire qu'on peut installer 50 paludiers par an, ça c'est pas possible, parce que le marais salant est un monde fini. Une fois que tous les marais salants seront exploités, ce qui est pas loin d'être le cas, on ne pourra plus installer de paludiers, c'est pas possible. Ouais, c'est 2000 hectares le marais salant de Guérande. En tout, c'est 2000 hectares. Par contre, il y a des paludiers qui vont bientôt arriver à la retraite, et là, ce sont des gens qui seront à remplacer, bien entendu, donc il faudra la relève. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir lâché la grande distribution plus tôt? Non, du tout. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que même si c'est un métier qui a beaucoup évolué, que j'ai fini par détester, il y a eu des moments très 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 gratifiants. Notamment grâce à certains de mes patrons qui étaient des gens qui étaient formidables, d'une part. Et la deuxième raison, c'est que c'est un monde quand même où, même si c'est difficile, on apprend beaucoup de choses. Et je dirais, pour apprécier le bonheur que j'ai à l'heure actuelle, il faut aussi passer par des moments un peu plus difficiles. Et quand on regarde derrière, on se dit, ah, c'est quand même vachement bien maintenant. Ouais. Et s'il fallait changer à nouveau de vie, de métier? À l'heure actuelle, non, c'est pas du tout. Non. Vous faites tous les matins, vous faites une petite photo? Ça m'arrive assez fréquemment et justement on en parlait avec un photographe tout à l'heure. Justement c'est notre invité suivant, c'était justement le lien. Merci beaucoup Christophe d'être venu nous parler de votre passion pour ce littoral, même si vous êtes un petit peu rétro-littoral, parce que les marais salants sont 1 km, 1,5 km à peu près à l'intérieur, pas pour ça, pour beaucoup d'entre eux, du littoral. Non, il y a les étiers quand même qui font le travail, qui vous amènent, c'est pas en bord de mer. Ah si. Pas tous, les vôtres sont en bord de mer.
Pas les miens, mais j'ai des voyez. collègues qui sont à... Il y a une digue qui les sépare de la mer. Très c'est bien, tout. mais d'autres sont un petit peu plus à D'autres sont un l'intérieur peu de la plus terre. Merci beaucoup C'est Christophe vrai, je vous en d'être venu nous parler de votre passion et de ce changement de vie pour se rapprocher du littoral. Ça fait Alors la plaisir. récolte de sel, ça reste très artisanal, c'est ce qui fait évidemment son authenticité, son originalité. On pourrait dire la même chose de la pêche, mais pas n'importe laquelle. La pêche au carlet, vous savez, ce grand filet tenu par les coins qu'on immerge et qu'on remonte à l'aide d'un treuil en espérant que des poissons sont venus s'y perdre. Ils sont installés sous une pêcherie, une grande cabane en bois. On en dénombre 200 en Loire-Atlantique pour le plus grand plaisir des propriétaires pêcheurs comme des touristes. Jérémy Armand, Wilmans Toula. À flanc de falaise, de petites cahutes posées sur pilotis, battues par les flots. Un havre de paix pour les mouettes de la baie de Bourgneuf, jusqu'à l'arrivée à l'aube de ses premiers visiteurs. C'est comme un bateau, hein. Vous avez vu, on est à 51 mètres du bord, le temps est magnifique. Les mouettes, vous avez vu, sont parties, on est tranquille, un peu de houle. Est-ce qu'on aura du poisson? Mystère. Jacques Alain est propriétaire de cette pêcherie depuis 24 ans. Il reçoit Yves, Hervé et Isabelle, clients de son gîte voisin. Des témoins privilégiés d'une tradition plus que centenaire. La pêche au carlet, un filet de 25 mètres carrés, immergé à marée haute. Zen. C'est ça. C'est ça les vacances. Hein, vous n'avez pas ça chez vous? Non, Même chez non nous plus. dans la montagne, non. Et nous, en mairie non plus. Franchement, ça n'a pas de prix. On va voir si on va chatouiller un petit peu le poisson. Allez-y, c'est parti. Allez-y, assez vite. Très technique, oui. Très technique. Ben oui, il y a un beau treuil, donc il faut le manœuvrer et faire attention à la remontée du filet. Ce matin, la pêche est maigre, seuls quelques anchois. Des poissons de plus en plus nombreux dans l'estuaire de la Loire, avec le réchauffement des mers. On constate quand même depuis une bonne vingtaine d'années qu'il y a quand même une raréfaction maintenant du poisson. Et ça, c'est assez inquiétant aussi. Alors on est aussi des observateurs quelque part, justement, de la faune aquatique. En Loire-Atlantique, près de 200 pêcheries bordent le littoral, détenues par des passionnés qui perpétuent ce patrimoine d'exception. Alors que les autorisations de construction de nouvelles pêcheries sont délivrées au compte-gouttes, 34 de ces bicoques peuvent être louées à partir d'une trentaine d'euros. Le prix d'un exil entre ciel et mer. Et on a entendu le petit clic. Il n'y a plus beaucoup de clics aujourd'hui sur les appareils photo, mais c'était pour le symbole. Cette belle pêcherie avec le pont de Saint-Nazaire en fond, eh bien, elle est l'œuvre de notre invité suivant. Lui, il vend des assurances. Son avenir à lui, avec la retraite qui s'annonce, eh bien, semble assuré. Tout du moins, il sait ce qu'il va en faire, continuer d'en faire. Il souhaite en fait que sa vie se résume à des clichés. Bonsoir, Christian Rossard. Bonsoir, Emmanuel. Vous êtes assureur? Absolument, oui. Mais vous assurez oui, en photo, on dit ça comme ça? Oui, exactement. Sur le Oui, littoral. Tout à fait. Alors vous avez un parcours aussi assez original. Oui. Vous habitiez en ville et vous Oui. avez quitté presque du jour au lendemain pour venir vous installer sur le littoral pour pouvoir assouvir votre passion pour la photo. Absolument. En réalité, j'avais fait des études, j'avais fait 4 ans au lycée de la Baule, voilà, que j'ai dû quitter évidemment. Et il est certain que dans ma petite tête, je me disais, je reviendrai par ici. J'essaierai de vivre dans cet endroit Mais c'est quoi? C'est pour le fantastique. plaisir du décor? Et- C'est pour la navigation? C'est pourquoi? Ah non, je suis un piètre navigateur, mais par contre j'adore l'océan, j'adore cette mer. En réalité, je me disais que finalement je transformais cette passion, oui, non, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est pas grave. Bon, en tout cas, vous faites des photos, notamment dans ce livre, on le montre, Baie Attitude. Vous avez fait notamment une exposition au musée Bernard Bosch à La Baule l'été dernier, 6000 visiteurs en un mois et demi. Je me suis renseigné, il paraît, c'est pas mal, comme on dit. Pourquoi cette envie de saisir des vagues, de saisir des instants d'océan, alors que vous pourriez vous contenter de vous asseoir sur la plage et de regarder le paysage? Oui, c'est vrai, exactement. Mais je le fais aussi. Hein, mais je le fais aussi. Mais ces vagues me fascinent quelque part. Et c'est vrai que avec cette lumière, parce que
En réalité, ce qui se passe, c'est que vous n'avez jamais la même lumière à chaque instant, elle change. Et c'est ce qui m'intéresse justement, c'est de capter cette nature qui s'offre à nous. Et c'est vrai que j'y passe pas mal de temps. Ouais, vous attendez la vague parfaite? Vous attendez quoi? Vous attendez le cliché parfait, la lumière parfaite? Oui, la lumière, oui, puisque finalement on écrit avec la lumière. La lumière, c'est notre réelle écriture en réalité. Et c'est vrai qu'il faut l'attendre, il faut savoir être patient de façon à essayer de capter des moments sublimes. Ouais, alors on a regardé quelques-uns de vos clichés là, pendant qu'on parlait. Là, on voit souvent des gens sur les plages ou sur la côte sauvage que vous photographiez. Pourquoi vous mettez les gens? Ce sont vos complices? Ce sont des gens à qui vous demandez de poser? Comment ça se passe? Non, pas du tout. En réalité, moi je les appelle mes contemporains parce que je sais que les gens m'intéressent beaucoup aussi. Et je trouve que la façon qu'ils ont d'accaparer cet environnement m'intéresse. On a des situations assez extraordinaires. Et on a vu des gens qui se protégeaient, d'autres qui écartaient un peu les bras pour humer l'air marin. Absolument, absolument. Donc chacun finalement s'accapare de cet environnement à sa façon, à sa manière, et c'est ce qui m'intéresse. Et ça densifie un petit peu le message de la mer? En plus, oui, absolument. Pourquoi cette mer? Elle agit comme un aimant en réalité. Tout le monde essaie, tout le monde la touche déjà, va la toucher. Et elle est, comment dirais-je, elle fascine, quoi. En réalité, elle fascine. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'intéresse de retenir dans cette façon de Alors quand faire. vous dites la mer, on pense évidemment à l'océan Atlantique qui est juste derrière nous, à quelques encablures, mais également les autres mers du monde. Vous photographiez aussi la mer en Thaïlande, la mer au Maroc, la mer au pôle Nord. Au pôle Nord, oui, absolument. Ah oui, parce que la mer, elle se trouve partout. Elle est partout, évidemment. Donc il faut aller la voir. C'est plus de la moitié de la surface du globe. Voilà, donc il faut aller la voir et on se rend compte que, d'ailleurs, au niveau par rapport aux gens, par rapport à ses contemporains, les contemporains ont toujours un peu les mêmes attitudes. Où qu'ils se trouvent dans le monde. Donc c'est également intéressant d'aller regarder cela. C'est le côté universel de la mer. Ça suscite les mêmes réactions, quel que soit l'endroit où on est. Oui, absolument. Ouais. Vous vous êtes installé sur la côte, mais du coup, est-ce que ça n'a pas cassé un petit peu votre inspiration? Parce que du coup, vous la voyez tous les jours, cette mer. Oui, mais il y a un côté rébarbatif, même si la lumière change. Une vague, c'est toujours une vague. Une plage, c'est toujours une plage. Oui, mais en réalité, on voit les choses différentes. On voit des choses différentes à chaque fois. Il y a des lignes des fuites qui sont complètement différentes aussi. Donc, franchement, non. Pour moi, c'est un aimant, quoi. C'est un véritable aimant. Ouais. Vous regrettez de ne pas en avoir fait votre métier? J'ai pas de regret par rapport à cela, mais c'est vrai que j'aurais pu en faire mon métier. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que la passion vienne plus tôt? Il aurait fallu... Non, parce que la passion, je pense que je l'avais. Bon, mon grand-père était photographe, donc c'est sûr qu'il y a peut-être un peu d'atavisme, je ne sais pas. Mais en réalité, non, c'est la vie qui fait les choses comme ça. Donc moi, on m'avait tracé une vie, voilà, mais pas de regret. Le cliché parfait, le cliché de la Côte d'Amour parfait, il serait comment? Vous l'avez pas fait, j'imagine? On ne l'a jamais fait. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que même si on est très très content d'une photo, on veut toujours, le lendemain, on veut toujours essayer d'en faire une autre, encore se sublimer, quoi, en réalité, c'est ça. Alors pour faire partager votre passion, évidemment, toujours ce livre, je remonte, Béatitude, est-ce qu'il y a un autre ouvrage, est-ce qu'il y a une exposition prévue dans la région des Pays de la Loire prochainement? Un autre ouvrage, un petit peu votre œil. Oui, un autre ouvrage, il en existe un, c'est Attitude, comment dirais-je, Océane Attitude, d'ailleurs, qui était fait au moment de l'exposition. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Christian Rossard, de nous parler de cette passion pour l'océan que vous avez, qu'on partage pour beaucoup d'entre nous. J'espère que vous en savez plus à présent sur notre littoral. C'est la fin de cette émission. Prochain rendez-vous avec le littoral, bien sûr. Dimanche prochain, départ du Vendée Globe dès 8h50 sur les antennes de France 3 Pays de la Loire, Internet et télé. Allez, on se quitte avec quelques images du littoral. Ça va vous rappeler les vacances, l'été, la plage, le soleil. Ça revient bientôt. C'est dans 8 mois. Patience. Excellente soirée à toutes et à tous. Dès qu'il y a quelque chose à voir et à savoir, n'oubliez pas, c'est sur France 3 Pays de la Loire.